Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce débat sur les centres fermés. C'était important pour nous sur le festival Esperanza, dans cette thématique des ponts contre leurs murs, de pouvoir offrir un moment de rencontre et de discussion autour de la thématique des centres fermés, sur pourquoi est-ce qu'on se retrouve à enfermer des personnes qui n'ont commis aucun délit. Et pour lancer cette discussion, on avait envie de vous présenter d'abord un témoignage, c'est le témoignage de So, qui vient de Guinée-Conakry. You are in procedure? Ja, hier. Ik heb banden van de rood. Precies, Ok. Moi, c'est Mamadou Salou. Je viens de Guinée-Conakry. J'ai passé la nuit à l'occupation boulevard Léopold 184C avec mes collègues sans papier. Donc, on était au nombre de 13 personnes. Donc, à 5h30, il y a eu un troupe de policiers, 200 policiers accompagnés avec un hélicoptère. Donc, l'hélico qui nous a réveillés, parce qu'avec cette pluie, c'était très puissant. Nous-mêmes, on pensait qu'on est en train de casser la maison, tellement qu'on avait eu peur. Donc, il y avait les commandos qui rentraient dans les fenêtres, il y avait des bruits, ça fait boum. On a préféré nous-mêmes d'ouvrir la porte pour ne pas qu'ils cassent avec l'air massif, parce qu'il y a quelqu'un qu'on peut percer et il y a quelqu'un qui meurt. Nous-mêmes, on a ouvert la porte pour ne pas qu'ils nous tuent, parce qu'on avait tellement peur. Ouais, c'est pas réellement facile d'expliquer. Parce qu'actuellement, là où nous sommes, on ne dort pas parfois, on rêve parfois. Ouais, les images. À l'intérieur de l'occupation, c'est là d'abord il y a eu les premières fouilles, on nous a fouillés. Après la fouille, on nous menotte. Et chacun avec un numéro de code d'arrestation. Après, on nous a conduits, on nous a rentrés à l'intérieur d'une car. On nous a fait s'asseoir jusqu'à ce que tous les 13 personnes étaient au complet. On nous a conduits à la caserne centrale de la police de Bruxelles. Pour prendre déjà les noms, les prénoms, voilà, tout ça là. Par après, ça c'est la première audition. On te dit voilà la décision. Vous avez fait plusieurs demandes de métier, vous avez hors de quitter. Maintenant, vous allez partir dans un centre fermé. Après, on vous dit il faut signer. Donc il y a d'autres qui disent là on ne signe pas. On dit dans tous les cas où vous signez, vous ne signez pas, ça revient à la même chose. On prend tes objets et tout, on te fait monter dans la camionnette. Donc la camionnette, comme nous on était 6, est réservée pour 6 personnes. Mais là c'est différent de la camionnette qui nous a envoyé à la caserne. Parce que là, c'est une case fermée. Donc on te fait rentrer, tu ne peux même pas faire des oscillations de mouvement tellement que c'est restreint. Voilà, on te laisse là menotter jusqu'à ce qu'on a fait rentrer toutes les 6 personnes. Et la véhicule de la police a démarré jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici à Bruyide. Après, il dit qu'il n'y a pas de place ici au centre fermé. Pourtant, ceux qui nous ont envoyé, il dit, on vous a demandé, vous nous avez dit qu'il y a de place. Tout ça là, ça a pris du temps, les minutes nous faisaient mal. Nous, on a décidé de manifester. Nous avons fait les slogans. On a crié, on a manifesté tous les travailleurs qui étaient ici à l'intérieur du centre, ils sont sortis. Après là, ils étaient obligés, ils ont commencé à me sortir moi, ils m'ont amené dans une petite chambre pour m'isoler. Après, ils ont sorti mes camarades, ils disent tu vas rester là jusqu'à ce qu'ils nous soient calmes. Par la loi, tout le monde, sans papier, sans droit, écrasé par la loi, sans papier, sans droit, écrasé par la loi, sans papier, sans droit. Notre maison de combat, c'est les occupations. Notre arme de combat, c'est la manifestation.
C'est la première fois qu'on vient avec un hélicoptère dans une base, dans une maison de combat de sans-papiers où il vit, où il réside avec plus de 200 policiers. Donc, c'est tout le monde qui est touché parce que c'est possible, demain après-demain, il peut débarquer dans une autre occupation. Donc, il ne faut pas que les gens se divisent, quoi. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais en tout cas, nous, on est venus dans ce centre fermé. Donc, ça, c'est notre vie qui est là. On est en train d'apprendre ce qui se passe à l'intérieur. Il y a d'autres qui sont là, vraiment. On a trouvé d'autres camarades. Donc, on crée des relations encore avec eux. Donc, voilà, parce que nous tous, voilà, c'est la même cause. Ce qu'on veut pour le moment, c'est être libre. Je fais mon combat ici à l'intérieur du centre de prise et je demande tout le monde d'être solidaire et continuer le combat à l'extérieur. Et nous qui sommes là, le combat continue. Sans papier, sans droit, écrasé par la loi. Sans papier, sans droit, écrasé par la loi. Sans papier, sans droit, écrasé par la loi. Alors voilà, vous l'aurez compris, So témoignait en direct du centre de Bruges. On a aujourd'hui avec nous Tiggy, qui est comédienne du Nimis Group et qui est aussi passée par le centre de Bruges. Est-ce que Tiggy, tu veux nous donner ta réaction peut-être par rapport à ce qu'on vient de voir sur ton camarade So? Bonsoir, merci pour cette invitation. Je suis fort touchée parce que je sais à peu près ce que la personne a traversé et ce que la personne a ressenti au plus profond d'elle-même. Mais c'est aussi le but un peu des centres fermés. C'est surtout de marquer la personne à vie, c'est déshumaniser la personne de telle sorte que, en fait, tu es dégoûté, que tu restes dégoûté par rapport à l'Europe peut-être, ou penser casser des envies des gens de vouloir vivre ici ou de vouloir venir ou quelque chose. Mais c'est assez fort, on ne l'oublie pas, on le ressent à chaque fois, même si les années passent, mais la situation reste la même à chaque fois qu'on est confronté à des situations pareilles. Alors on le disait, tu t'es retrouvée dans le centre de Bruges, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, j'ai été arrêtée en 2013, en juillet 2013, à la BAT de Liège, lors d'un contrôle de routine. J'étais sans papier. Et donc, j'ai passé une nuit à la police et le lendemain, j'ai été conduite à Bruges. À Bruges, j'ai passé 4 mois. C'est assez pénible, mais on rencontre de tout aussi parce qu'on rencontre des gens qui viennent de partout, qui ne parlent pas la même langue que nous forcément, mais on se fait en communauté, on a des amis avec lesquels on traverse un moment difficile. Dans les centres fermés, le temps ne passe pas, en fait. La journée, elle est très, très longue. Et pourquoi elle est longue? Parce qu'on est en attente. On ne sait pas si on va venir nous chercher pour nous isoler en vue d'une expulsion. Et donc, c'est très pénible à chaque fois, même quand les gardes discutent entre eux comme ça, peut-être qu'ils discutent de leur plat ou quelque chose, mais toi, tu as le cœur qui bat très fort parce que tu te dis, oh merde, il m'a regardé, c'est sûr que mon billet est venu. C'est sûr. Donc, on passe le temps à imaginer ce que disent les autres ou à se dire que donc, à chaque fois quand la nuit arrive et qu'on nous dit d'aller nous coucher, c'est un peu un soulagement, encore passer la nuit, encore c'est une nuit de plus. Et est-ce qu'on t'a informé sur le temps que tu allais rester dans le centre, sur tes droits? Est-ce que tu as eu des informations par rapport à tout ça? Non, en fait,
on ne peut pas t'informer de combien de temps tu vas rester dans le centre. Parce qu'il faut qu'il voit la situation, il faut te trouver un billet, il faut savoir est-ce que ton avocat va faire un recours, quelque chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que tu ne peux pas savoir combien de temps tu restes dans le centre. Mais ce qui est un peu marrant, on te tend un papier, un règlement intérieur. On ne sait pas si tu sais lire, si tu sais ce qui est dedans. Est-ce que tu comprends? C'est qu'il n'y a personne qui vient te l'expliquer. Et pourtant, il y a des assistants sociaux. Il y a soi-disant une psychologue qui vient jamais rencontrer personne. C'est seulement si toi, tu demandes à rencontrer la psychologue que tu peux rencontrer la psychologue. Et les assistants sociaux sont là, mais je n'ai pas ressenti que les assistants sociaux étaient là pour les détenus, ils étaient là pour le centre. Donc, c'est aussi un peu difficile d'aller vers eux. Et non, on ne te dit pas tes droits, mais on te donne quand même un règlement intérieur. Maintenant, à toi, si tu sais lire ou si tu sais interpréter ce qui est dedans, oui. Mais sinon, on ne t'interroge pas sur ça. Et par rapport à l'extérieur, est-ce que tu as pu avoir des contacts avec des personnes qui n'étaient pas dans le centre ou des visites éventuellement? Oui, moi, j'ai eu beaucoup de visites parce que j'étais dans le Nimis Group avant d'aller au centre fermé. Et donc, il y avait mes amis. Je venais d'un centre d'accueil aussi de la Croix-Rouge qui est à Bierzé. Et donc, oui, j'avais beaucoup de visites. Mais surtout aussi, j'ai eu beaucoup de communication avec Get in the Voice. C'est un site qui s'occupe des détenus qui sont à l'intérieur. Donc oui, c'est un gros soulagement quand on a de la visite ou bien quand on reçoit des appels parce qu'on décroche un peu et qu'on arrive à discuter avec les gens. On ne se sent pas seul forcément. Et comment ça se passe une journée normale, si on peut dire ça, comme ça, dans un centre? Mais une journée type dans un centre fermé, c'est comme une journée type dans une prison. Tu te réveilles parce que les gardes viennent te réveiller. Même si tu n'as pas envie de te lever, ben, tu te réveilles, tu fais ta toilette. On vous accompagne dans le réfectoire pour prendre le petit déjeuner. Tout est chronométré, évidemment. Vous avez 1 heure dans la cour. Après, on vous fait rentrer. Et vous restez dans les salles de détente, à bavarder, à attendre le temps. Si entre-temps, un billet arrive ou bien on dit que oui, tel doit être expulsé, donc on vient prendre la personne pour l'amener dans un isoloir. Et voilà, on attend l'heure du repas et après on sort. Si tu as de la visite, tu as 1 heure de visite avec la personne. Après, tu reviens encore dans la salle. Mais ce qu'il y a, tu ne peux pas te promener entre les différents étages parce qu'à chaque fois, il faut avoir une autorisation, il faut être gardé, il faut qu'un garde t'accompagne. Si tu veux aller à l'infirmerie, par exemple, il faut qu'un garde t'accompagne. Si tu dois aller chez l'assistante sociale, il faut qu'un garde vienne te chercher pour t'amener chez l'assistante sociale. Donc, si tu es dans la salle TV, il y a toujours 2 gardes qui sont là. Donc, tu es permanemment surveillé, quoi. C'est comme ça une journée type. Et surtout, on ne prend pas les douches tous les jours. Donc, il y a un emploi de temps pour aller se laver. Nous, là où nous étions, c'était 2 groupes. Donc, si le groupe A se lave aujourd'hui, après 2 jours, c'est le groupe 2 aussi qui va se laver. Donc, c'était un truc comme ça. Et qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui de ces semaines que tu as passées dans le centre de Bruges? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager par rapport à ça en particulier? Forcément, il y a du bon et du mauvais dans des situations pareilles. Mais j'essaye surtout de garder le bon parce que ça m'a fait rencontrer des personnes. À l'intérieur, il y avait, par exemple, il y avait des Vietnamiens, il y avait des Chinois qui ne parlaient pas un mot de français ni anglais. C'était, je pense, leur dialecte. Mais ce qui était fort, on arrivait tous à communiquer. Je ne sais pas par quel miracle, mais on arrivait tous à communiquer. Chacun savait ce que l'autre pense. Et ça, c'était magnifique pour moi. Parce que dans notre malheur, on avait pu créer quand même un langage, on avait pu comprendre l'autre, on pouvait être là.
Et si aussi il arrivait des moments où on essayait d'expulser des gens, parce que c'est quelque chose qui est très pénible, on enferme la personne la veille, le lendemain on l'amène à l'aéroport, et si l'expulsion ne se fait pas, la personne reste quand même à l'aéroport avec la police jusqu'à ce que l'avion décolle, et on ramène la personne encore en centre fermé. Donc ça fait tellement de pression, mais si cette personne arrivait au centre, il y avait un accueil. Tout le monde courait vers elle, tout le monde cherchait à savoir si... Bon, on n'accepte pas qu'on ramène de la nourriture dans les loges, dans les différents trucs, mais on arrivait quand même à cacher quelque chose dans l'espoir que si tel revenait, elle aurait faim. Donc voilà, il y avait toujours ça que j'ai gardé, qui était fort. Merci. Et alors, tu fais aussi partie du Nimis Group, qui est une troupe de théâtre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, le Nimis Group, en fait, c'est un collectif d'étudiants de Rennes et de Belgique qui s'est réuni en 2011, je crois, qui se sont connus et qui ont décidé de faire une pièce de théâtre, en fait, qui ont voulu faire une enquête sur la politique migratoire. Et comme à chaque fois qu'ils se présentaient partout, les portes se fermaient, on ne voulait pas répondre à leurs questions. Il y a eu une dame du Ciré qui leur a conseillé d'aller voir dans les centres d'accueil, d'aller vers les personnes directement impliquées dans cette situation-là. Et donc, c'est comme ça que le Nimis Group s'est déplacé dans le centre d'accueil de Bierzé, c'est à Liège, et qu'ils sont venus nous rencontrer. Et donc, la première fois, c'était très difficile pour nous parce qu'en fait, dans ces centres d'accueil, il n'y a jamais personne qui vient nous rendre visite. Il n'y a jamais personne qui vient. Et donc, c'était fort. On était un peu méfiants. On se disait que waouh, c'est sûr que c'est l'office qui les a amenés, c'est des espions. Il faut se méfier, on ne peut pas les parler et tout. Mais non, ils nous ont expliqué, non, en fait, on veut juste discuter avec vous. Mais ils ont été un peu malins. Ils ne sont pas venus tout de suite pour nous dire que, voilà, il faut qu'on leur raconte nos histoires, nos parcours. Ils sont venus petit à petit. Et quand eux, ils parlaient, nous, on parlait de nos histoires. Ils ont trouvé que c'était intéressant. Ils nous ont demandé est-ce qu'on acceptait de faire une pièce de théâtre. Et c'est comme ça qu'est née la pièce de théâtre. Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vue. Et depuis, on tourne depuis janvier 2016. 2016. Merci beaucoup, Tigui. Merci. Alors, pour continuer, on avait envie aussi de plonger dans la réalité des centres fermés et notamment des cellules d'isolement. On a un court extrait d'une mobilisation collective qui s'est passée autour du décès de Bata. Donc je vous propose de regarder la vidéo. Les centres fermés, ce sont des prisons pour des personnes qui n'ont commis aucun crime. Jeudi matin, un sans-papier d'Azerbaïdjan était retrouvé mort en cellule. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une tentative de suicide mercredi soir. Au lieu de l'emmener à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmené au cachot. Et du coup, on ouvre le cachot. Le lendemain matin, évidemment, il est mort. C'est pas la première fois que les sans-papiers décident de se suicider parce que tout est fait pour les pousser au désespoir, parce qu'il y a une répression d'État énorme, il y a un racisme d'État énorme, il y a des arrestations, des rafles qui sont organisées. Il faudrait qu'il y ait des enquêtes. Il faudrait qu'on puisse préciser vraiment, qu'on nous clarifie comment les gens décèdent dans les centres fermés. Je travaille aussi avec des gens qui vivent dans un centre fermé. Je sais que c'est très difficile pour eux. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal, donc ils sont comme punis pour ne rien avoir fait. Voilà, je pense vraiment qu'ils ont aussi le droit à d'autres conditions, des conditions meilleures. On est là pour demander vraiment de faire fermer tous les centres fermés qui se trouvent en Belgique. Et nous sommes là, nous faisons des manifestations devant l'Office des étrangers tous les jours et à Arlois aussi pour arranger la situation des sans-papiers en Belgique. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Alors Sarah, tu es du CRER, donc le collectif contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation, mais aussi du réseau Amoureux Vos Papiers. Et tu avais une réaction par rapport à cette vidéo qu'on a vue par rapport au décès de Bata.
Mais en fait, c'est un constat qu'on a fait énormément dans les centres, c'est que en désespoir de cause, il y a beaucoup de manières de manifester ce désespoir. Ça peut être par des émeutes comme il y a eu au 127 bis il y a quelques années, mais aussi des grèves de la faim, des tentatives de suicide ou des suicides. Et des tentatives de suicide en général dans les centres, ce sont généralement des mutilations qui ont lieu la veille d'une expulsion. Vraiment pour pouvoir espérer rester au centre ou être amené à l'hôpital et ne pas être expulsé. Mais dans le cas de Bata, il y avait, je pense, une réelle volonté d'en finir par le désespoir de l'enfermement et probablement peu de chances qu'il soit régularisé, puisqu'il s'est quand même tailladé la gorge. Et le premier réflexe des gardiens du centre, ça a été de l'enfermer en cellule d'isolement, plutôt que de l'emmener ne fût-ce qu'à l'infirmerie ou à l'hôpital, ce qui aurait vraiment dû être le cas. Et il a été retrouvé mort, vidé de son sang, le lendemain matin. Peut-être, je pense que tu as aussi d'autres témoignages qui concordent sur les nombreuses violations de droits dans les centres fermés, mais je dirais avant d'aller plus loin, Giovanna, tu travailles au CIRE, donc tu es en charge des questions d'enfermement et d'expulsion. Est-ce que tu peux nous expliquer l'historique des centres fermés? Comment est-ce qu'on en arrive à des situations où des personnes se retrouvent à se suicider dans des cellules d'isolement? Bonsoir, merci pour cette invitation. Il faut savoir que la détention administrative, ça existe en Belgique depuis la fin des années 80, même si c'est une loi de 93 qui prévoit la mise en place des centres fermés. Aujourd'hui, la Belgique compte 5 centres fermés, 2 centres à Stenokerzer, tout près de l'aéroport, les centres 127 bis, c'est les plus anciens, les centres Caricole, les centres de Bruges, de Mersplace et les centres de Vautel à Liège. On dispose aussi des maisons de retour, que ce sont des maisons qui sont destinées aux familles avec des enfants mineurs, même si dans les nouveaux projets, dans les nouvelles intentions du gouvernement, il y a bientôt la construction de 5 unités familiales tout près du centre 127 bis. Du coup, la Belgique n'enfermait plus des enfants depuis l'année 2009, suite à nombreuses condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, car l'enfermement d'enfants constitue un traitement inhumain et dégradant. Et malheureusement, on constate un recul indéniable dans la défense des droits humains. Toujours dans l'intention du gouvernement actuel, il y a aussi la construction de 3 nouveaux centres fermés. Du coup, si aujourd'hui on est à 600 et quelques places, on souhaite dépasser les 1000 places. Et tout ça, en fait, on constate que la détention administrative, c'est un outil clé d'une politique qui et n'accepte pas les étrangers, en fait, et qui tend à les expulser de la Belgique, même de l'Union européenne. Donc on perçoit bien l'ambition politique qu'il y a derrière ces réalisations et ces envies pour l'avenir, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment on se retrouve en centre fermé finalement? Oui. En fait, il y a différentes possibilités de se retrouver en centre fermé. On peut arriver en centre dès qu'on arrive à la frontière belge. C'est le cas de quelqu'un qui arrive à la frontière et peut-être dépourvu de quelques titres tels qu'un visa ou une prise en charge. Ça pourrait être le cas aussi d'un demandeur d'asile qui, à partir du moment où il arrive à la frontière, introduit une demande et alors il est amené tout de suite en centre fermé. Ça peut être aussi un demandeur d'asile qui introduit une demande à partir du territoire belge, alors que l'Office des étrangers estime que la demande est introduite de manière abusive ou qu'il a raison de penser que la personne doit être transférée vers un autre pays de l'Union européenne. On appelle comme ça les demandeurs d'asile Dublin. Ou simplement parce que la personne elle est dépourvue d'un titre de séjour.
ils se retrouvent sur les territoires sans papier, en fait, soit parce qu'il y avait un titre de séjour qui était plus renouvelé, ou parce qu'ils ne répondent plus à certaines conditions. Et ce qui tend aujourd'hui les gouvernements, c'est surtout à un amalgame entre la figure du sans-papier et les criminels, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Quelqu'un qui n'a pas un titre de séjour n'est pas un criminel et ne mérite pas d'aller dans un centre fermé, en fait. Justement, tu mentionnais les sans-papiers, c'est vraiment la thématique qui est liée par rapport au centre fermé. Sarah, est-ce que tu souhaites dire quelque chose par rapport à ça ? Sur les expulsions qui se réalisent de plus en plus souvent, c'est quelque chose qu'on voit passer de plus en plus souvent dans les médias. Il y a des collectifs qui s'organisent autour pour protéger les occupations de sans-papiers notamment, mais on voit que c'est de plus en plus fréquent. Ben oui, comme Giovanna disait, il y a une vraie criminalisation des sans-papiers et une chasse qui leur est dédiée dans Bruxelles. À savoir, par exemple, que les contrôles de la STIB, maintenant, Société des transports bruxellois, se réalisent toujours avec l'aide de la police, au cas où un sans-papier serait chopé sans titre de transport et pourrait être directement conduit au commissariat, puis au centre fermé. Il y a une directive qui est en préparation pour pouvoir entrer chez une personne sans papier, sans mandat. Oui, il y a une réelle volonté de tous les arrêter l'un après l'autre et de ne plus les régulariser, mais de bien les expulser. Mmh. Et alors sur les différents constats que vous faites dans les centres fermés, puisque vous avez, comme le CIRE d'ailleurs, vous réalisez un travail de terrain par rapport aux centres fermés pour vraiment pouvoir répondre à la question qu'on posait aujourd'hui dans le débat finalement, mais qu'est-ce qu'on cache derrière ces centres fermés et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a certains constats que tu peux nous partager? Déjà, il faut savoir que quand on rentre dans un centre fermé en tant que visiteur, on sent tout de suite l'univers carcéral. Que ce soit à la Caricole ou au 127 bis, on passe par un centre, une réception, et puis c'est le casier, où on met toutes ses affaires dans le casier, et puis on passe un détecteur de métaux, avec des gardiens en uniforme qui nous accompagnent dans tous nos déplacements aux salles de visite, et la même chose pour le retour. Maintenant, les constats que nous on fait, ils sont quand même nombreux. Il y a beaucoup de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés, que ce soit au niveau médical, au niveau alimentation, au niveau avocat et soutien administratif. Ce que Tigui expliquait là tantôt, par exemple, c'est qu'il y a une réelle volonté des assistants sociaux dans les centres de désinformer les détenus sur leurs droits et sur les procédures qu'ils doivent suivre. Et alors, il y a quand même cet aspect, en sachant qu'il y a 4 des centres fermés qui se trouvent en Flandre et seulement 1 en Wallonie pour l'instant. La plupart des documents sont remis en néerlandais, qui est quand même pas une langue qui est très parlée dans le monde et qui n'est pas traduite par les assistants sociaux. Et donc effectivement, c'est à la débrouille de savoir est-ce qu'on va savoir comprendre ce qu'on me raconte quand c'est quelqu'un qui parle même pas français, qui n'a que sa langue d'origine, que ce soit l'arabe, un dialecte africain ou autre, peu importe. Le néerlandais, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc à ce moment-là, la personne détenue n'est même pas informée de ses droits. On lui dit ou pas qu'elle a droit à un avocat. On lui en colle un parfois d'office sont des prodéos qui ne se présentent pas aux audiences, qui ne répondent pas au téléphone, qui ne viennent jamais leur rendre visite au centre et qui sont parfois, ou même très souvent d'ailleurs, pas spécialisés en droit des étrangers, mais on a déjà eu le cas, on avait un avocat fiscaliste, donc qui ne connaît absolument rien à ce genre de dossier évidemment. Il y a le problème tout récent des cartes téléphoniques. C'était quand même un des droits que les détenus avaient, c'était de pouvoir communiquer avec l'extérieur avec un téléphone qui leur est imposé. Maintenant, avec l'obligation de s'enregistrer pour les cartes prépayées, c'est devenu un vrai challenge pour eux de pouvoir accéder à ce droit. Il y a la question du sommeil, il y a la question de durée des détentions, qui est de plus en plus prolongée. Mais voilà. Justement là-dessus, peut-être Giovanna, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette question-là? Finalement, combien de temps est-ce qu'une personne se retrouve enfermée dans un centre fermé en Belgique? En fait, la loi prévoit que la personne peut être détenue pendant 2 mois.
Or, sur certaines conditions, telles qu'avoir commencé les démarches tout de suite en vue d'une expulsion, ou voilà, des choses pareilles, cette détention, ça peut être prolongée encore pour 2 mois et encore pour 1 mois encore. La détention maximale, c'est de 8 mois, mais ça doit être autorisé quand même par les ministres dans le cas d'ordre public ou de sécurité nationale. Cela dit, nous constatons aussi que souvent, si la durée de la détention, selon notre rapport sur les centres fermés, c'est environ de 44 jours, souvent ces délais sont aussi dépassés parce que l'Office des étrangères adopte une pratique qu'on appelle la remise des comptes à zéro. Ça veut dire qu'à partir du moment où la personne se retrouve en centre fermé parce qu'il lui a été notifié un ordre de quitter le territoire, par exemple, et qui a introduit une demande d'asile à partir du centre, ou que la personne se refuse d'être expulsée, l'administration publique remettre ses comptes à zéro, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça recommence de nouveau les délais de 2 mois. Et tout ça pour arriver à un délai maximum de 18 mois, que c'est le délai prévu par la directive retour. Et nous avons constaté des détentions qui arrivent jusqu'à un an, en même 1 an et quelques mois. Ce qui n'est pas tout à fait acceptable dans un état de droit, parce que à partir du moment où la personne ne peut pas être expulsée, par exemple, c'est correct qu'elle soit remise en liberté. On ne peut pas détourner les lois de cette manière-là. Et justement, sur cette question des expulsions, est-ce que tu as une analyse par rapport, notamment sur l'évolution des dernières années? Donc, tu disais, on reste aujourd'hui en fait plus longtemps maintenant en centre fermé en moyenne qu'avant. Et par rapport aux expulsions, est-ce qu'on voit des différences suite aux nouvelles politiques? En fait, ce que nous avons constaté, c'est que environ, il y a plus de 6 000 personnes qui sont placées dans les centres fermés par année. Et l'Office des étrangères arrive à en expulser environ les 80%. Ce qui veut dire que malheureusement, il y a encore un bon 20% de gens qui se retrouvent en centre fermé et que c'est une détention inutile et qui souffrent de cette détention-là parce que, comme Tigui et Sarah ont dit à maintes reprises, c'est vraiment un univers carcéral. Ce qu'il passe lors des expulsions, malheureusement, c'est caché à la société civile encore plus de ce qu'il passe pendant la vie dans les centres. Dans le sens que nos groupes de visiteurs, ils ne participent pas à ces moments-là. Souvent, il y a eu des passagers qui nous ont appelés à partir de l'avion, en fait, pour nous dénoncer des violences contre les personnes et vraiment une inhumanité lors du moment de l'expulsion en soi-même. Mais à part les constats des passagers, on n'arrivait pas à avoir vraiment des constats, nous, sur cette question-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi Oui, au travers du travail du CRER, mais aussi de Getting the Voice, qui récolte les témoignages des détenus. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement les expulsions sont de plus en plus fréquentes, mais que ces derniers temps, il y a pas mal de passagers qui ont réussi à les empêcher. Donc si ça vous tente de vous lancer, n'hésitez pas. Par contre, les expulsions sont effectivement de plus en plus violentes. Il y a vraiment une volonté de briser la personne avant son départ pour être sûr qu'elle ne veuille pas revenir, et ce, avec des violences physiques. Et on a déjà eu un cas d'ailleurs où le détenu était tellement amoché que c'est le commandant de bord de l'appareil qui a refusé de l'embarquer parce qu'il pissait le sang partout, quoi. Il s'était fait tabasser par la police fédérale au sein même de l'aéroport avant son expulsion, et le commandant de bord a refusé de le prendre en charge.
Par rapport à tout ce qu'on entend, évidemment, il y a une question qui se pose, c'est bon, nous, en tant que citoyens, en tant que militants, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? On se sent un peu impuissant sur cette thématique-là. Tigui, est-ce que tu aurais une piste pour nous? En fait, comme le Nimis. Aller dans les centres rencontrer les immigrés ou Getting the Voice qui appelle les détenus dans les centres fermés. En allant dans le site de Getting the Voice, en fait, vous pouvez voir les noms ou les numéros parce qu'en fait, on n'appelle pas les gens avec leur nom dans le centre. Chacun a un numéro de matricule. Donc, vous pouvez appeler le centre, demander à visiter tel numéro. Et on informera la personne qu'à telle date, vous aurez une visite. Et puis voilà, ça aide beaucoup d'avoir de la visite, de discuter, de voir du monde, en tout cas de ne pas se sentir seul. Parce que c'est des moments où, sincèrement, on a envie d'être entouré. Merci. Giovanna, un petit mot de la fin? Je rejoins qui a le sens qu'avoir une visite, c'est très important. Être solidaire avec les sans-papiers. N'hésitez pas à les défendre. Lorsque vous êtes témoin, même comme Sarah disait, des contrôles de lascives qui se déroulent de manière très violente. Et voilà, et agir avec humanité parce qu'il faut se rappeler que ce sont des êtres humains et ce sont des personnes comme nous et ils ont les mêmes droits que nous. Juste aussi vous dire, quand vous irez voter, il faut savoir pour qui voter. Mais tout d'abord, merci pour Kitty, ton témoignage. J'ai vu la pièce, c'était vraiment très émouvant. Et en fait, je suis Walter de Human's Welcome. On a fait tout ce parcours entre l'île de Lesbos et le Parlement européen, dans cette course justement pour dénoncer un peu tout ce que l'aliénation des médiatiques. Donc là, je pense qu'une responsabilité, avant tout, ce sont les journalistes qui eux-mêmes cautionnent cette criminalisation des sans-papiers dans la presse. Ils ne relaient pas effectivement ce qu'on vient d'entendre, mais ils relaient plutôt, oui, on va ouvrir de nouveaux centres fermés pour des criminels, en fait. On parle de criminels, ce qui est totalement, en fait, fou. Et donc, ce que je veux dénoncer là-dedans, c'est, au-delà de toute cette déshumanisation qui est en route à travers la planète, mais nous sommes ici quand même dans un pays où, en plus à Bruxelles, c'est la capitale européenne, c'est le coût que ça représente. Et donc, si ce coût, on accueillait, je dirais, les sans-papiers de manière à les aider, plutôt que, justement, les détenir comme des criminels, on pourrait, en tout cas, faire beaucoup mieux que de construire des nouveaux centres. Donc, nous, on va s'atteler pour empêcher déjà qu'on ouvre le nouveau centre à Jumet, puisqu'on va essayer via Magnette, parce qu'ils ont quand même si c'est le fédéral qui décide, les locaux, les politiques locaux ont quand même, je dirais, le levier nécessaire, en tout cas, pour donner des permis de construire et des permis d'exploiter. Donc dès lors, je pense que les citoyens, pour répondre à la question, les citoyens doivent se mobiliser dans ce cadre-là. Et effectivement, aller les rencontrer dans le centre, parce que c'est complètement, c'est déjà pas légal, je dirais, sur le plan humain, de criminaliser des sans-papiers. Et dès lors, voilà. Si je peux vous rejoindre, c'est pas simplement l'écoute des centres fermés soi-même, c'est aussi l'écoute des vols spéciaux. C'est toute une série de choses. Les CIRE avec les groupes transit dans le cadre de la diffusion de l'état des lieux a commencé à rencontrer les différents partis politiques pour faire en sorte que chaque parti puisse prendre une position par rapport à la détention administrative. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, cette politique vraiment de fermeture des frontières, ce n'est pas simplement au niveau belge, mais au niveau européen. Et quand on constate tout l'argent qui est prévu pour la défense des frontières, on se rend compte qu'il y a une véritable politique de défense au niveau militaire.
et qu'il n'y a pas vraiment l'intention de pouvoir destiner cet argent à d'autres choses telles que, comme vous disiez tout à l'heure, l'intégration et l'accueil des personnes d'origine étrangère. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je voulais vraiment poser une question à les amis de la CRER et la CIRE. Tant que ça fait des années qu'on travaille ensemble dans la lutte des sans-papiers. Moi, je suis un sans-papier. J'étais vraiment très touché par le documentaire de Sceaux parce qu'on a vécu ensemble. Ça fait presque 3 ans dans la lutte, depuis 2014. Et ça nous touche beaucoup quand on voit vraiment nos camarades qui... Chaque fois, il y a un camarade. On a 5 camarades qu'on a perdus jusqu'à maintenant. Nous, dans le mouvement des sans-papiers, ça fait des années qu'on lutte contre les centres fermés, on lutte pour avoir notre régularisation, à côté d'autres soutiens. On est arrivé vraiment aujourd'hui à dire... aujourd'hui, l'avenir, on ne voit rien. Tout simplement parce que, comme aujourd'hui, j'ai eu un message... Maintenant, il y a une grande rafle et vous connaissez qu'au parc Maximilien, il y a presque 500, 300 chaque nuit. Il y a des sans-papiers, des réfugiés qui passent, qui veulent traverser vers l'Angleterre. La plupart, ce sont des Soudanais, etc. Ils sont là. Et là, aujourd'hui, vers, je crois, 13 h, il y avait une grande rafle avec des policiers qui ont vraiment arrêté 200, presque 200 sans-papiers aujourd'hui, d'immigrants qui sont là-bas. Là, avec cette situation, vraiment, chaque fois, on entend, parce qu'on est, nous, dans le domaine, comme on dit, on entend chaque fois, il y a des amis qui s'arrêtent, il y a des gens qui s'arrêtent, etc. Il y a des arrestations partout sur Bruxelles, dans les bus, dans les métros, à l'Aumônier, à Molenbeek, etc. Les gens, même les sans-papiers sont maintenant, ils se cachent, etc. Est-ce que les organisations aujourd'hui, elles ne peuvent pas y aller au-dessus de la solidarité? Ok, on est solidaire, on est soutien, mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on dépasse cette position et on va à une autre position de dire stop à ce gouvernement. Il faut qu'on leur dise stop à ça. Est-ce que le mouvement associatif citoyen aujourd'hui, est-ce qu'ils ne peuvent pas d'y aller en dessus d'y aller porter une plainte, je ne sais pas, contre ce gouvernement? Ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord, mais comment on va stopper ça? Comment on peut construire le rapport de force? Parce que le rapport de force, on dit le rapport de force. Comment on peut construire aujourd'hui le rapport de force? Ça fait des années qu'on est dans la sensibilisation et vraiment, est-ce qu'il y a moyen d'y aller à un autre chemin, une autre voie? Merci. Sarah avait envie de réagir. Écoute, moi j'ai une réponse assez courte à ça et j'ai déjà tenu ce discours en Assemblée Générale. C'est l'unité de toutes les associations parce que quand il s'agit de la question des réfugiés, des migrants, des sans-papiers, des associations qui travaillent sur le terrain, il y en a au moins 50. Et si au lieu de travailler chacun dans son coin, on travaille ensemble, je suis sûre et certaine qu'il y a moyen de le renverser. Les gouvernements en Belgique, ils ont déjà été renversés. Et que ce soit par une action syndicale ciblée et une réelle volonté de mettre à mal ce gouvernement, des façons de faire, il y en a. Il y en a. Parce qu'il faut pas... Enfin, eux ont tendance à l'oublier, mais moi, je n'oublie pas. C'est que la société, c'est à nous qu'elle appartient, pas à eux. Et pour ça, il faut un minimum d'unité, un minimum de cohérence et un minimum de volonté de travailler ensemble. Juste, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Donc, je suis Marie et je travaille pour le CNCD 11-11-11 et tout à fait dans la lignée de ce que Sarah disait tout à l'heure. Il y a vraiment une volonté cette année avec cette campagne Justice migratoire de rassembler les associations autour de la table. On a eu le collecte actif avec nous. On a créé des moments de discussion dans toutes les provinces. On est sur des campagnes qui se passent au niveau communal aussi pour impliquer le plus de citoyens possible. Avec la campagne des communes hospitalières, on a aussi eu les coureurs, notamment aux Assises de Namur, mais ailleurs aussi. Et ça a été vraiment la volonté de dépasser le fait qu'on a chacun des rayons d'action qui sont limités. Et donc,
en partenariat avec le CIRE, avec les centres régionaux d'intégration, par exemple, avec Médecins du Monde, avec Amnesty International, chacun ayant son volet et sa plus-value, en fait, et son expertise sur les thématiques. Si on se rassemble, ça permet de faire de plus grandes choses et de porter un message qui est radical. Parce que c'est aussi un message qui mobilise, c'est vraiment la volonté. Et c'est pour ça que, vous le verrez dans les stands et les animations, cette année sur Esperanza, il y a une vraie volonté de discuter de cette thématique et de pouvoir faire passer largement des informations sur des choses qu'on ne connaît pas, sur les centres fermés, sur les pactes migratoires qui sont signés par l'Union européenne avec les autres pays pour être dédouanés de cette question de migration, pour s'en laver les mains et voilà, surtout en donnant beaucoup d'argent pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais surtout que les gens n'arrivent pas ici. Et donc pour parler de toutes ces thématiques et pour mobiliser les gens, pour qu'ils se retrouvent dans la rue, avec un moment phare mi-décembre justement, et Odile a ramené les flyers, on les mettra là après, mais parce qu'on sent que c'est important de pouvoir le montrer publiquement. On est beaucoup à se dire oui, on est contre ça, non, c'est vraiment pas chouette, c'est vraiment triste, et voilà. Mais ça serait vraiment super qu'on puisse aussi le dire publiquement, haut et fort, comme on a fait des mobilisations contre le TTIP et le CETA l'année passée. On était 10 au début, on s'est retrouvés à plusieurs milliers dans la rue à la fin, et ça a fait bouger des choses, ça a fait bouger des lignes. Et dans les questions migratoires, dans les questions de centres fermés, mais de politique plus générale aussi, de politique migratoire, c'est vraiment l'espoir qu'on veut porter avec les partenaires de la campagne. Et j'ai outrepassé mon rôle, donc je rends la parole là-bas au-dessus. Ouais, merci, bonjour. Moi, j'ai juste une réaction, j'ai pas de question. Je voulais juste revenir sur les prisons. C'est pas des centres fermés, c'est des prisons comme on vient de signaler. Les gens là-bas, c'est des prisons pour des innocents, en fait. C'est des gens qui n'ont rien fait. C'est juste on les enferme parce qu'ils se sont sentis pas bien chez eux, ou ils fuient la guerre, ou ils fuient la misère parce qu'ils veulent changer leur vie. Et on va les prendre dans des prisons et les expulser chez eux. Pas mal de gens qui quittent leur pays, c'est pas par choix, c'est parfois ils sont obligés de quitter. Et quand ils se retrouvent ici, déjà ils sont déçus par cette politique migratoire qui juste enfermement, expulsion. On a pas mal de gens qui, comme on vient de dire, qu'ils sont en train de faire des dépressions. Et j'aime bien la phrase, parce que cette phrase, il revient toujours, comment on peut vous aider. Moi déjà, je dis, nos groupes qui sont là, ici aujourd'hui à Esperanza, on se mobilise entre sans-papiers pour mettre un petit peu plus de lumière sur cette question-là. Cette année, on a travaillé bien avec la caravane des sans-papiers. On a visité pas mal de communes et on a présenté la question des sans-papiers. Ça, c'est une bonne chose. Je trouve que ce n'est pas encore suffisant. Il ne faut plus, parce qu'il ne faut plus de mobilisation. Pas seulement cette caravane, il faut plus de gens qui sont avec nous, parce que des fois, on n'est pas nombreux. Moi, je trouve que c'est la main, comme il a dit l'actrice là, qu'il faut, on vise les gens qui votent, parce que et le vote chez moi, c'est les jeunes. Et pour ça, il faut aller visiter des universités, des écoles et tout, et essayer de leur expliquer ça veut dire quoi un sans-papier, parce que des fois, on est ignoré, on ne sait même pas ça veut dire quoi. Quelqu'un qui n'a pas de papier, qui vit ici, juste il se cache et il fuit, comme on vient de dire, de l'Asti, même s'il prend un transport, il a peur, ou le train. Là, normalement, nous, pour arriver à Esperanza, on a préféré de faire de covoiturage et pas le train, parce que il y a pas mal de camarades de nous qui se sont fait arrêter par des fédéraux parce qu'ils prennent juste le train de Liège à Bruxelles ou je ne sais pas quoi. Ils se sont fait enfermer et expulser chez eux. Même avec un billet ? Même avec un billet. Ça a été des fédéraux. Ouais. Ça a été identité, même pas ton ticket. Dans ton identité, carte d'identité. À Bruxelles, pardon Rabia, Rabia, je m'excuse si je te coupe la parole. Ouais. À Bruxelles, ça passe la même chose dans les transports publics. Pour la STIB, même si tu as un ticket de transport, ça peut arriver qu'ils te demandent aussi un titre de séjour. Dernièrement, je ne voulais pas dire ça, mais je vais le dire parce que maintenant le sujet est abordé. J'ai proposé à la coordination des sans-papiers que la prochaine année, le projet, ça sera quoi? Aller voir avec les gens, les contrôleurs, est-ce qu'ils ont envie d'être accompagnés par des flics? Parce que des fois, j'ai vu le comportement des contrôleurs, ils ne sont pas ravis d'avoir un flic à côté d'eux avec un chien et contrôler tout le monde. Ils ne veulent pas ça. Ce n'est pas leur boulot, en fait. Leur boulot, c'est de contrôler des tickets. Ils n'ont pas envie qu'un flic y soit avec eux. Et je ne sais pas comment on va le faire, mais on est dans la coordination en train de parler de cette question-là. Peut-être on va aller dans les associations, les syndicats, je ne sais pas quoi, et voir comment on peut arrêter ça. Et du coup, ma réaction juste sur la dernière phrase que je voulais dire, c'est juste sur l'avion, quand on est expulsé. Et
s'il y a quelqu'un qui peut se révolter et dire non, ça ne se fait pas, là dernièrement, il y a une loi qui se vote contre ces gens-là. Parce que maintenant même, ils nous privent de notre liberté. Je comprends parce qu'on n'a pas de papier, mais maintenant, ils privent même les gens qui sont des Européens de leur liberté de s'exprimer dans l'avion, d'arrêter cette massacre. Ils veulent que, même ces gens-là, ils veulent les condamner. Dernièrement, il y a un procès à, Bruxelles. Et ça, je trouve que c'est... voilà. Ce qu'il passe, c'est en fait que lors où les passagers se révoltent contre les expulsions qui se déroulent de manière inhumaine, l'État belge se constitue partie civile, en fait. Ce qui fait que, pour l'instant, il y a 6 personnes qui sont en train d'être jugées pour cette fête-là, juste pour s'être révoltées à de la violence inhumaine. Je vais juste prendre peut-être 2 dernières questions. Je crois que nous, on reste encore un petit peu après s'il y a d'autres questions, mais pour permettre de libérer aussi une partie de la salle. Je sais pas, par rapport à l'ambiance que je sens, de quoi faire et tout ça, je pense que tous, si on sent des injustices et tout ça, il faut qu'on puisse se bouger. Comme tu l'as dit à un moment donné, il y avait 10 personnes sur le TTIP à un moment, il y en a eu 10 000 après. Et voilà, en fait, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. Là, il y a quelques personnes, donc je vais proposer une action. Il y a quelques personnes qui ont pensé le 22 septembre, qui est le jour de commémoration de la mort, de l'assassinat de Semira Adamou, qui est son papier qui a été, je dis assassiné parce que clairement c'était à sa 6e tentative d'expulsion qu'on l'a prévenu, qu'on lui a dit si tu continues à résister on va te tuer, et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'était il y a 19 ans en 98. Et donc c'est devenu un jour de symbole de lutte contre, moi je dirais, les frontières, les centres fermés, enfin voilà. Et donc il y a une action de diffusion massive de témoignages dans l'espace public, et il y a un rendez-vous à 15h30 à la place de la Monnaie à Bruxelles. Et j'ai quelques flyers, j'en ai pas beaucoup, s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux en donner. Et voilà, bienvenue, et faisons ce qu'on pense qui a du sens contre ces politiques-là. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce débat. Merci à vous d'avoir été avec nous aussi. La lutte continue sur Esperanza, des ponts contre leurs murs.